Voilà, c'est là où il peut y aller. Et il va, et il va, et il passe, et ça touche, et il s'accroche, et Oh, merde. Okay, Lewis, it's hammer time. accélère, accélère. Toto? Yes. It's called a motor race, okay? Sorry? We went to tar racing. This is unbelievable, guys. Can we do this for another 10, 50 years together? On a le droit de faire des erreurs, c'est un principe de base, c'est dans les erreurs qu'on apprend. Quand on fait 2 fois les mêmes erreurs, là c'est qu'on n'a pas appris. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue chez Barbecue F1 sur Barbecue Sport Club. Et j'espère que vous allez bien. C'est un plaisir de vous retrouver. Et nous sommes donc à Montréal pour le 10e Grand Prix de cette saison 2025. Et bien, de quoi allons-nous discuter ? De Lando Norris qui craque de nouveau sous la pression. De Max Verstappen qui a toujours son permis. De Mercedes qui impressionne et qui signe un double podium. Ou de Luca De Meo qui quitte le groupe Renault suite au mauvais résultat d'Alpine F1, ou encore, je sais pas moi, de Ferrari qui est en plein caca nerveux peut-être, je sais pas si on peut, enfin moi ça me semble être une bonne description de ce qui se passe là-bas peut-être. En tout cas, autour de moi, à Jacques Lafritte, pour parler de tout ça et de bien d'autres choses, on retrouve Léon Signol, en mode, pas Ligue des Champions cette fois-ci, mais peut-être Coupe du Monde des clubs, j'ai entendu dire. Ouais, bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Oui, Coupe du Monde des clubs, finale du championnat de France de basket où Paris, au moment où on parle, est en train de gagner le deuxième match, en espérant ne pas leur porter la poisse. Mais oui, donc ça va en ce moment. Je suis bien, je suis serein et je vais vous saouler pendant encore une 50aine de semaines. Je suis champion d'Europe. Ne jamais l'oublier, voilà. Ok, eh bien c'est écoute, ah bon, je n'étais pas au courant, je suis surpris. En tout cas avec nous aussi, Suzanne Lou, comment vas-tu? La dernière fois il y avait eu une absence suite à une épidémie. Est-ce que ça va mieux? Je survis au gastro et autres virus de la maternelle, et j'ai même trouvé le temps de regarder le premier épisode du Drive to Survive de la F1 Academy. Oh. Donc voilà, entre la F1 des week-ends et un petit peu de F1 Academy où je m'endors entre deux, ça fait des semaines très carburées. Ah là, quel sens de la métaphore. Avec nous, Takuma Sado, est-ce que ça va, Takuma? Oui, très bien, très bien. Je sais pas comment on va faire 1h30 sur ce Grand Prix, mais on n'est pas obligé de faire 1h30, hein. C'est pas obligatoire. On peut parler d'autres choses. On peut le résumer en 5 minutes, si tu veux, y a pas de problème. Ouais, des choses à dire, il y a des à côté, il y a plein de trucs à raconter, mais sur la course, on verra si on arrive à avoir des éléments de discussion. On commence ? Oui. Tu as déjà dit tout ce que tu voulais dire sur ce Grand Prix ? Bon, merci à tous. Voilà, l'émission est terminée. On se retrouve pour le Grand Prix d'Autriche. Non. Ok, en tout cas, il y a quand même un truc singulier sur ce Grand Prix. C'est quand même un doublé Mercedes avec le premier podium en carrière de Kimi Antonelli. On avait annoncé avec fracas le nouveau surdoué de la Formule 1, etc. Donc on pouvait être sceptique au début. Et puis il a très vite fait ses preuves. Il a eu un petit passage à vide. Mais là, ça y est, podium. Et puis notre ami George Russell qui brille quand même régulièrement sur ce Grand Prix de Montréal. Et une Mercedes qui quand même, depuis quelques Grands Prix, il s'est passé quelque chose. En tout cas, ça va beaucoup plus vite par rapport à... Ça a rattrapé le retard. Et c'est très performant. Suzanne Lou, un commentaire sur ces performances de Mercedes. Toto Wolff, ça y est, lui aussi, ça s'est remis à carburer. Ouais, Toto bac dans les bacs. Je pense que je dois être la seule personne ici. Vous êtes moqué de moi quand je vous ai dit que je mettais un petit ticket sur George. Mais il fait son petit bonhomme de chemin sans qu'on le voit à l'écran. Il continue à faire ses courses tout seul au final, même quand il est en pôle. Mais ceci dit, je pense qu'il s'est peut-être... Alors, faut voir dans le temps, c'est peut-être aussi le circuit qui leur convenait. Il y avait beaucoup de vent. Je regardais les feuilles qui volaient autour. Je n'ai pas l'impression que c'est perturbé les voitures. Mais
peut-être que c'est un coup exceptionnel et que la Mercedes était très bonne sur le circuit de Montréal, mais il y a peut-être un clic psychologique qui s'est joué aujourd'hui avec, pardon, c'est mes volets automatiques qui se ferment, un déclic qui s'est joué avec Mercedes là, parce qu'ils font leur premier doublé, ça va conforter Kimi Antonelli, ça appuie Russell en leader, il a quand même jamais été franchement menacé par Verstappen, ce qui est quand même pas trop mal. Donc voilà, je pense qu'à voir dans le temps, mais c'est peut-être prometteur d'un retour de la Mercedes. Il n'y a pas si longtemps quand même, il faisait des bonds d'1,50 m à chaque cabosse sur la route, donc on est pas si mal. Ok, Lance, effectivement, là, ça y est, Mercedes, ils sont deuxième au classement de constructeurs, ils sont sur, en tout cas, ils semblent être sur la bonne pente. Est-ce que c'est circonstanciel? Pour challenger les papayes, on va dire que toutes les forces vives de la F1 sont voulues au poste. Donc bon, il y a Max, Ferrari. Est-ce qu'on a encore un espoir, ou est-ce que la presse aura la peau de Frédéric Vasseur? On en parlera peut-être tout à l'heure. Donc oui, c'est toujours pas mal. En tout cas, Georges, sur ce Grand Prix, il y a absolument rien à dire. Le mec, il fait le hat-trick, il fait la pole, le meilleur tour en course et la victoire. Donc c'est amplement mérité. Ce qui m'a étonné, c'est que finalement, c'est sa 4e victoire seulement. Ça fait partie de ces pilotes, ouais, qui sont là depuis un petit moment. On a toujours dit un peu en rigolant que les Mercedes, dont George Russell, étaient toujours bien placés pour récupérer des points ou des victoires quand les autres se vautraient devant. Mais finalement, ouais, c'est seulement sa 4e. Je le voyais un petit peu plus. Il était chez Williams, après il a fait Mercedes, Ouais. il a pris la place de Bottas, c'est pas si vieux que ça. En tout cas, c'est pas comme Charles Leclerc. C'est pas comme Charles Leclerc, par exemple. Il est arrivé au moment où Mercedes, il est arrivé à l'époque des problèmes de marsouinage. Donc, c'est vrai qu'il est passé de l'écurie qui performe pas à l'écurie qui performe plus. Alors après, c'est toujours pareil, c'est que c'est quand même des pilotes. Je me trompe peut-être, mais ils n'ont pas signé chez Haas ou chez Kick Sauber. Ça reste quand même des écuries qu'on attend gagner des grands prix. Même si je vous l'accorde, pendant à peu près 2 ans et demi, il y a une écurie avec un certain pilote hollandais qui avait tendance à peu gagner, on va dire, 4 grands prix sur 5. Donc, c'était difficile d'en laisser pour les autres, on est d'accord. Mais c'est vrai que ça fait finalement tous ces pilotes qui animent les courses depuis un petit moment, où tu as Lando Norris qui n'a que 5 victoires, Charles qui en a 6, je crois. Donc, Russell, c'est sa 4e. Donc finalement, c'est vrai que des pilotes dont certains on pouvait même parler à un moment d'aller challenger Max sur un titre de champion du monde, finalement c'est vrai que c'est là que tu vois qu'ils sont assez loin et qu'un pilote comme Piastri est déjà devant au niveau du nombre de grands prix gagnés. Alors après, bien sûr, il y a toujours la voiture qui facilite, hein, on est d'accord. Si Piastri était un peu plus vieux et qu'il était tombé dans une Mercedes ou une McLaren un peu moins performante, il en aurait pas gagné à ce moment-là. On est tous d'accord ensemble. Mais en tout cas, oui, c'est vrai que il y a une maximisation. Le circuit du Canada est quand même assez particulier, hein, avec quand même où il y a un taux de charge sur le moteur qui est assez important. D'ailleurs, moi, il y a une théorie du complot avec les moteurs Mercedes qui pètent chez les écuries qui en récupèrent un. C'est bizarre parce que ça pète depuis qu'on sait que Alpine va prendre un moteur Mercedes l'année prochaine. Est-ce qu'il y a un lien de cause à effet que la Schkumun d'Alpine s'exporte même chez les autres? Je ne sais pas. Bon, on pourra peut-être en discuter. Okay. Mais en tout cas, ouais, sur Mercedes, c'est vraiment top ce qui se passe. Ils ont vraiment dominé ce week-end. Heureusement, finalement, que Max fait de l'undercut. Sinon, on peut avoir un vrai doublé Mercedes avec un Kimi qui finit même P2. Ouais, on aurait peut-être pu avoir aussi une remontée de Piastri ou de Norris s'il n'y avait pas eu
Après, on pourra peut-être, Avec des scies. parler. Ouais, on pourra peut-être parler surtout au moment de l'accrochage de fin de course, avec une réglementation aujourd'hui qui te permet de mettre un drapeau rouge pour que une vraie fin de course ait lieu. Là, tu as une fin de course sous safety car. J'ai envie de dire, on m'a volé un peu ma fin de Grand Prix, même si. Encore une fois. Donc voilà, on sait que maintenant on peut le faire, ou tout de suite drapeau rouge, et tu peux faire repartir pour deux, trois tours. Si tu es fan de Mercedes, tu es très content de ce qui vient de se passer. Si tu veux, si t'es un petit peu neutre ou fan de Max, tu te dis qu'il y avait peut-être moyen. Ouais. Et d'ailleurs, même Piastri, sur une fin de course avec des pneus soft, sur les 2-3 derniers tours, ça peut être sympa aussi. Tu peux voir des petites choses. Et comme vous l'avez dit aussi, et vous le direz certainement, c'est un Grand Prix qui était un peu rompiche quand même, et que la note aurait pu remonter rien qu'avec ces 2-3 derniers tours. Yes. Un petit peu réactivé, quoi. On va demander à Takuma si à la fois il partage cet avis sur cette histoire de drapeau rouge à la fin. Moi je trouve que c'est un peu je suis pas sûr qu'on puisse faire des drapeaux rouges à géométrie variable en fait. C'est pas parce que c'est la fin du Grand Prix que là tu sors le drapeau rouge pour que justement ça se finisse pas sous safety car en fait. Enfin, moi je pense pas que la réglementation elle est selon l'avancée dans le nombre de tours effectués. C'est mon avis. Et puis est-ce que Takuma, toi tu penses que Mercedes ils ont réussi à débloquer un truc au niveau de la voiture qui font que ça y est, là ils ont fait la pole, ils ont fait la victoire. Il y a Antonelli, même s'il est très bon, il est quand même jeune et il est sur le podium. Et lui c'est aussi pareil, il a pas été, il a pas fait d'erreur alors que sur les derniers Grands Prix il avait eu à la fois des problèmes techniques et puis quelques petits ratés de son côté. Est-ce que ça y est, Mercedes deuxième au classement constructeur, ils peuvent et McLaren qui semblait au niveau des performances un peu en retrait. Est-ce qu'on peut avoir un peu d'espoir sur une concurrence un peu plus, sachant que en Autriche c'est Russell qui a gagné l'année dernière, donc peut-être qu'avec des scies le suspense rejaillit. Ouais, déjà sur le drapeau rouge, je pense pas que ça méritait de drapeau rouge. Je pense qu'il faut vraiment le garder pour des circonstances où il y a un vrai immense danger sur la piste. Là, le drapeau jaune, enfin la safety car suffisait et je comprends que ça termine sous safety car. C'est évidemment frustrant quand t'es fan de course automobile de voir se défiler jusqu'à la fin, j'entends, mais c'était la bonne décision et puis George méritait de toute façon. Mais ce qui est quand même marrant, c'est que même sur une course où George Russell est premier, tu le vois pas du week-end. Enfin, tu le vois pas de la course. Ça, c'est extraordinaire. Même quand il est devant, il est pas filmé par les caméras. J'adore ce running gag. Je sais pas si c'est fait exprès par la FOM au bout d'un moment, mais même quand il est devant et qu'il mène, tu le vois jamais. Russell, tu le vois jamais dans les Grands Prix. C'est un prodige. Il y a eu peut-être le début où il y avait avec Verstappen, ils étaient proches, mais après, c'est vrai que c'était solide. Il y avait pas grand chose en suspense de son côté. À part si la voiture de sécurité avec l'ami Max et son point de permis. Non, mais il a été très bon. Il y a rien à dire. Est-ce que c'est un regain Mercedes? C'est toujours compliqué, comme ça a été dit avant. Le circuit du Canada, c'est un circuit mi-urbain, mi-pas présent. Enfin, c'est un dispositif un peu particulier. Donc, c'est toujours compliqué vraiment de savoir si c'est un vrai regain de performance ou si c'est circonstanciel pour citer un terme d'un expert, grand philosophe présent ici, voilà, d'un expert. Ça sera plus intéressant de voir sur le double header dans 2 semaines Autriche, Silverstone, où là on a des vrais circuits avec des dispositifs différents. Et là on pourra, je pense, plus juger de voir si les améliorations de Mercedes les ont vraiment fait passer en tant que deuxième force. Ou si McLaren était en dessous. Ils ont toujours été en dessous sur ce week-end. Ils ont jamais été vraiment en position d'aller remporter le Grand Prix. Donc, ce serait intéressant de voir s'ils arrivent à revenir en forme pour l'Autriche, où il va falloir avoir une voiture très rapide. Puisque l'Autriche, c'est vitesse, frein, littéralement. Il n'y a pas d'entre-deux. Si un petit peu sur le troisième secteur, j'exagère. Mais sinon, voilà, c'est des lignes droite frein.
Donc ce sera intéressant. Et en vrai, je suis très hypé du Grand Prix d'Autriche parce que les deux Merco, les deux McLaren, les deux Ferrari et Verstappen, ça peut faire 7 voitures, plus les Williams qui normalement sont des voitures assez rapides qui peuvent être des troubles faites. Ça peut être un Grand Prix qui peut donner de très belles luttes comme très souvent. Mais bon, je me projette un peu trop, restons sur le Canada. Même couleur de drapeau, mais pas le même continent. Ok, bon, on va peut-être passer à notre ami Max Verstappen et son écurie Red Bull. Pardon, Lance, si tu voulais ajouter un truc. Oui, il y avait juste en fait le petit coup de Russell derrière la safety car qui freine d'un coup pour que Max le dépasse exprès d'une pénalité. J'ai bien aimé la fourberie de la chose. Quand même pas très... Tout de suite, il s'est empressé à la radio de dire « Oh là là, Max Verstappen m'a dépassé » et Max lui-même, quasiment, je pense, au même moment, a dit il a conduite erratique, il a freiné. Il a fait un mais franchement, donc c'est bien parce que c'est vrai qu'il fait tellement gentleman driver aussi. Alors c'est peut-être son côté anglais qui fait que avec sa mèche. Du côté vraiment le gentleman anglais gendre parfait. Savoir qu'il est capable d'un petit truc comme ça, j'ai bien aimé comparé à son ami Norris, qui s'est platement excusé de son erreur. Alors que certains auraient dit Piastri il a fait n'importe quoi. Alors que il a commencé le Grand Prix dans les interviews, je pense que c'était post-qualif, où il disait moi j'ai tous mes points sur ma supervision. Voilà, donc j'ai rien à perdre, je peux en perdre un ou deux. Enfin, ça plantait un peu le décor. C'est surprenant parce que c'était un move volontaire. Enfin, complètement. Mais c'est marrant parce qu'on a l'impression que c'est quand même que la F1 est devenue un peu sage et tout ça, que les rivalités entre pilotes, c'est un peu de l'histoire ancienne. Puis en fait, on a quand même l'impression que la animosité Russell-Verstappen, elle est réelle. Parce que ce qu'il fait là avec son coup de frein et puis l'autre et les réclamations et tout, moi ça me fait marrer. Mais bon, après c'est le sport. Mais je pense que dans les saisons à venir, on pourrait voir des petites choses parce que tu prends Hadjar. Je pense qu'il faut pas le titiller. C'est un pitbull. Tu prends Piastri, c'est un bon pitbull aussi. Bon, Marx, lui, il est hors catégorie. Donc c'est vrai que ça en fait déjà 3. Je pense qu'il y en a quelques-uns, les Sainz, les Albon, faut pas les titiller non plus. C'est bien. Et moi j'aime. Moi, j'attends des queues de poisson. Moi. Ça peut être de la fourberie un peu subtile en plus, sans mais que ce soit juste je te fonce dessus. Oui, alors il y a cette fourberie là. Après, je dirais dit subtil sur ce truc là. Après, on se dit qu'il a quand même les mecs qui sont quand même assez lucides. Ils sont sur le dernier tour du Grand Prix. Le mec il se dit oui c'est vrai, lui il reste qu'un point et puis en plus je le supporte pas. Allez, je vais le tester. Je trouve que il y a du caractère, ouais. Après subtil, le mec et puis après ça m'a fait marrer l'animosité entre les écuries là avec je sais plus, c'est Red Bull qui a porté réclamation et donc Toto Wolff qui a dit que franchement c'était inadmissible. Enfin, il y a un truc, c'est un peu c'est du grand spectacle. Comme sur la dernière saison, sur le titre qu'Hamilton a perdu. Je suis partie des gens qui disent le titre qu'on lui a volé. Le braquage. Le braquage. Mais il y avait déjà à la fin cette crispation avec Horner qui portait des réclamations sur tout et n'importe quoi contre Mercedes à ce moment-là. Et il y a un peu un retour de ça. Enfin, juste sur ce Grand Prix, hein, c'est sans doute uniquement conjoncturel, mais ça montre qu'ils se sentent un petit peu en difficulté. Bon, en même temps, à une voiture, on va pas revenir sur tout ce qu'on dit toutes les semaines et ce que tout le monde dit, mais en tout cas, l'ennemi numéro 1 là, au Grand Prix, c'était pas McLaren, c'était Mercedes. Ça fait un moment que ça s'est pas passé comme ça. Effectivement, c'est marrant de voir la similitude entre ce truc-là. À l'inverse, c'était Max sur Hamilton, et là, c'était Russell sur Verstappen, même si Russell, il est pas là pour gagner le championnat du monde pilote. En tout cas, ça me semble assez improbable, hein, tout de même. Mais que penser justement de cette écurie Red Bull avec donc Max Verstappen qui, on le répète semaine après semaine, enfin Grand Prix après Grand Prix plutôt, qui a l'air de vraiment sortir plus que ce que la voiture peut lui donner. Donc vraiment, il est assez impressionnant quand même.
La mayonnaise qui a du mal à prendre du côté du deuxième baquet, avec Tsunoda qui fait pas mieux que les autres, qui fait pas mieux que qui même on se rappelle même de Sergio Pérez, c'était pas il y a si longtemps, mais qui faisait pas plus mal que les deux qui lui ont succédé. Est-ce que il y a encore quelque chose à dire sur Red Bull? Takuma, est-ce que tu as envie de... Non. Est-ce que tu étais toujours pas mis à boire Non, du Red Bull? Tu bois pas un petit Red Bull avant de faire un barbecue? Alors en plus, si on me demande très premier degré mon avis, je suis Team Monster Energy en plus, en vrai. Je trouve que c'est meilleur et moins cher. Mais bon, ça c'est un autre débat. Il n'y a toujours pas d'écurie, non, il n'y a Red pas Bull- d'écurie Monster Energy. Je sais bien. Ils sponsorisent d'autres Dans choses le- dans les sports extrêmes, mais pas Ouais, de... dans le motocross en particulier. Oui, ils ont plein de choses. Ils ont du NASCAR, enfin bref. Occasion de dire que le NASCAR sur le circuit du Mexique de Formule 1, c'était vachement bien. Mais bref, c'est un autre débat. Non, Red Bull, il n'y a rien à dire. C'est un classique, classique Grand Prix Red Bull sur 20. Max est devant, la deuxième voiture galère. L'eau ça mouille, le feu ça brûle. Voilà, bon, c'est Red Bull. Hein. Pour le moment, pas dire grand-chose de plus. Je reste quand même toujours assez surpris de voir de ce que fait Verstappen avec cette voiture. Enfin, ça reste très impressionnant ce qu'il fait. Après, on va quand même pas chaque semaine dire oh là là, la deuxième voiture Red Bull, elle est vraiment difficile à conduire. Ah bah, quelle surprise. Bah non, puisque ça fait 4 ans. Donc bon, je pense que même nous, on est fatigué de redire la même chose. Donc oui, non, c'est compliqué, mais c'était compliqué pour toute la famille Red Bull hors Max Verstappen sur ce week-end, parce que les deux Racing Bulls, ça a été un Grand Prix très compliqué, mais à la différence de Yuki Tsunoda, c'est plus sur la stratégie où Racing Bulls, ça a été On peut enchaîner sur ça, si on n'a rien à dire. Moi, j'avais peut-être une question subsidiaire sur Red Bull, c'est qu'est-ce qu'il faut faire pour ce deuxième pilote, cette deuxième voiture? Est-ce qu'il y a une solution sur les pilotes disponibles? Ne prenez pas Adjar, s'il vous plaît, ne sacrifiez pas Adjar. On l'a déjà dit, mais il fait des trucs super bien, c'est trop tôt. Moi, j'ai qu'une peur, c'est qu'il dégage Tsunoda là, dans 3-4 Grands Prix, ils vont faire monter Adjar et il s'en sortira peut-être un peu mieux, mais ils vont nous broyer, il est pas prêt. Je sais pas si quelqu'un peut l'être d'ailleurs de près, mais c'est pas parce qu'il est le meilleur des autres qu'il s'en sortira, et c'est dommage parce qu'il va pas pouvoir rebondir. Je suis pas sûre qu'il rebondisse comme Albon a pu le faire, et encore Albon, oui, on sait tous que c'est un bon pilote, mais Williams, quand il a atterri chez Williams, c'était quand même pas le choix numéro 1. C'était encore une écurie en grande difficulté. Okay. C'était une écurie en grande difficulté, mais c'était surtout une écurie qui avait pas de pilote. Enfin, si, ils avaient Russell, mais ils avaient pas de deuxième pilote. Là, ils avaient l'opportunité de passer un cap, ils venaient d'être achetés, et Albon, c'était vraiment une super opportunité de marché, puisqu'il y avait aucun risque pour les deux, entre guillemets. Si ça marche pas, ça confirme qu'Albon a pas réussi à rebondir, et tu peux tout de suite le saborder en disant, on a tenté, ça n'a pas marché. Et là, ça a réussi, tout le monde se rend compte que finalement, Albon est un super pilote, et Red Bull, c'est les méchants. Bon, ça confirmait, il y avait déjà des doutes. Mais c'était pas le premier Albon à subir ça, hein. Carlos Sainz, pareil, hein, c'était écurie Red Bull, et finalement, on s'est rendu compte que c'était quand même un très bon pilote, avec des hauts et des bas, mais c'est un très bon pilote qui a réussi à plus s'éclater quand il a quitté le giron Red Bull. Le traître. Gasly, c'est pareil. Bon, le pauvre, il est tombé chez Alpine. Bon, on gagne pas à tous les coups. Donc voilà. Peut-être ce qu'il faudrait, c'est que Tsunoda quitte le giron Red Bull aussi et puisse avoir mettre Alonso dans la Red Bull. Vu qu'apparemment Aston Martin veut George Russell, pourquoi pas? Il serait libre. C'est les rumeurs, c'est la saison qui commence, qui fait chaud sur les barbecues. Et on raconte un peu n'importe quoi au niveau du mercato des pilotes. Mais est-ce vous voulez qu'on parle de Racing Bulls? On enchaîne avec eux sur puisque on parlait du giron Red Bull, c'est peut-être le moment d'en parler. On avait Adjar qui s'était plutôt bien qualifié, encore une fois en Q3. Lawson qui lui était derrière, hein, était bien derrière, et en course, on ne sait pas ce qui s'est passé. Tout d'un coup, il a eu un départ pas ouf, mais tout d'un coup, il a disparu des radars. On s'est dit, c'est des histoires d'arrêt au stand et tout, etc. On n'a jamais trop compris l'explication. Est-ce qu'eux-mêmes ont compris pourquoi ça avait été aussi décevant? Lance, as-tu des explications sur... est-ce que toi qui as parlé avec Laurent Mekies pas plus tard que ce matin, est-ce que tu as des explications pour qu'on comprenne ce qui s'est passé? Non, pas vraiment. Même sur le départ, j'ai pas l'impression que ça soit forcément un très mauvais départ d'Isaac, au moins.
Après, peut-être des problèmes de pneus. Par exemple, Lawson, en pneus hard, il était uniquement avec des pneus usés, donc il fait quasiment toute la course comme ça. Donc c'est pas forcément l'idéal. Pareil, Hadjar, ouais, il s'arrête une première fois et les médiums. Peut-être, je crois que c'est le deuxième à s'arrêter parce que c'est Max qui s'arrête en premier au 12e tour. Donc ils sont peut-être sur la même stratégie, mais derrière, voilà, je pense qu'il reste sur des pneus usés et comme beaucoup sur la stratégie, c'était d'attendre que quelqu'un se prenne le mur des champions ou qu'une marmotte suicidaire imite sa copine avec les Ferrari. Euh, pour peut-être essayer de péter une voiture et que t'aies une safety car. La safety car peut-être arrive beaucoup trop tard pour la majorité des équipes. Parce que c'était même Ocon où t'avais quand même. Alors, je sais que Takuma pourrait nous dire toute sa pensée extrêmement positive sur le manufacturier qu'est Pirelli. Mais c'est vrai que ces pneus, alors ça amène un petit peu de sel, mais c'est des pneus qui sont totalement enfin tu les comprends absolument pas parce que ce que tu fais pendant les essais libres, tu as du mal à retrouver pendant les courses, même si les voitures elles sont en essai en long run où tu les charges en essence, tu les allèges en essence, tu mets des pneus, des machins, des bidules. Il y a des fois, t'as pas forcément, on a toujours l'impression que les équipes redécouvrent le dimanche ce qui se passe, donc elles s'épient tous les unes les autres. Tu prends Ocon, il aurait quasiment pu faire l'intégralité du Grand Prix avec ses pneus hard, parce qu'à un moment il y avait du graining, mais le graining est parti, les pneus ont retrouvé de la forme, il aurait pu finir avec, Ok. donc D'accord. c'était assez particulier. Donc est-ce que c'est au niveau de la stratégie où ça s'est pas bien passé? À un moment, tu avais un petit peu des voitures qui se suivaient. Ouais, bah après ça arrive, hein. Ça faisait 3 grands prix d'affilée que qu'Isaac marquait des points. C'est le 4e Grand Prix d'affilée où il était en Q3. Q3. Voilà, c'est même à lui, ça lui arrive de peut-être rater un petit peu la course. L'équipe aussi de manière globale. C'était un mauvais week-end pour Vcarb. C'est On ça. verra si c'était conjoncturel is the new circonstanciel et j'aime bien ton conjoncturel Suzanne. Ça fait moins complètement d'objet. Suzanne, effectivement, peut-être que Isaac a eu peur justement qu'on lui propose dès l'Autriche le baquet de Tsunoda. Donc c'est ça qui s'est passé ou est-ce que penser de ce qu'a fait Racing Bulls, sachant qu'il y a eu un abandon quand même sur un problème motard de Liam Lawson. En tout cas, c'est ce qu'ils ont raconté. En fait, juste retirer la moi, j'ai voiture parce plutôt qu'ils en eu avaient marre. l'impression j'ai plutôt eu l'impression qu'ils le faisaient rentrer. Ils ont dit d'abord retire the car et après ils ont sorti un truc genre il y a un problème avec le moteur ou je sais pas. Enfin, bon, Même j'ai que quand même. t'as pas le droit de retirer la voiture comme ça. Ouais, bah oui. Faut qu'elle ait un Mais problème. j'ai quand même un léger doute sur l'abandon, mais je dirais qu'ils avaient juste pas de rythme. Voilà, c'est pourquoi je sais pas. Est-ce que c'est le vent? Est-ce que c'est le circuit? Est-ce que c'est les réglages? Alors, j'avoue que c'est un Grand Prix où moi j'ai un peu décroché à certains moments. Peut-être parce que c'était un Grand Prix du soir et que j'en ai profité pour prendre un petit apéro. Mais souvent, je regarde en replay les Grands Prix le soir parce que j'ai un enfant de 4 ans qui court partout et qui regarde le début du Grand Prix, mais qui après devient assez intenable. Donc, ça gâche un peu le plaisir. Mais donc, j'ai peut-être pas été super attentif tout le temps. Mais j'ai pas l'impression qu'il y a eu un événement particulier. Alors, ils ont sans doute les planètes se sont pas alignées, mais je pense qu'ils n'avaient juste pas de rythme. C'est ça. Et puis voilà, mais dans le fond, au final, et puis ils sont aussi, je pense que Isaac Hadjar, il a aussi payé un peu sa pénalité des qualifs. Je suis pas sûre que du coup il était dans les meilleures dispositions, puisqu'il a fait moins 3 places sur la grille au départ. Mésentente avec son ingénieur de course. Enfin, mauvaise indication. Donc, oui, c'était pour le coup pas de sa faute, mais je pense que tout ça les a peut-être pas mis dans le meilleur des états d'esprit. La voiture n'était pas performante.
Voilà, en même temps, ça reste une écurie de midfield et je pense que c'est quand même de fin de midfield. Au final, c'est quand même Adjar qui l'a fait un peu vivre, parce que Lawson ne brille pas des masses. Voilà, c'était pas un bon week-end. Après, je pense que quand même, c'est sa première saison. Il est pas dans le meilleur des véhicules. C'est pas non plus un taco, mais c'est clairement pas une des voitures de pointe. Il passe en Q3 quand même assez souvent. Ça reste honnête. C'était pas terrible, mais c'était pas catastrophique non plus. Ils auraient pu s'arrêter à un autre moment, peut-être. C'est vrai que, en tout cas, on pouvait espérer qu'il finisse mieux sa course, mais voilà, je pense que ça restera pas un week-end dans les annales et on verra comment ils rebondissent en Autriche. Ok. Bon, on va peut-être passer tout de suite à McLaren. McLaren qu'on avait vu un peu en retrait. McLaren qu'on avait vu en interview, on avait Lando Norris qui disait que c'est bon, à un moment donné, il y aurait des problèmes entre sa voiture et celle de notre ami Oscar Piastri. Et voilà ce qui s'est passé. On avait Norris qui était assez offensif sur cette fin de course et qui s'est retrouvé avec son coéquipier à essayer de le passer. Et puis il s'est passé ce qui s'est passé. Norris s'est un peu trompé dans sa manœuvre et puis s'est pris le mur. Sachant qu'il avait aussi raté sa qualif. Il s'était qualifié, il me semble, en 7e place si ma mémoire est bonne. Takuma, comment t'interprètes ça? C'est vrai que Norris a immédiatement dit que il assumait l'entière responsabilité en se retirant de la vie politique. Non, c'est pas ça. Il assumait l'entière responsabilité de l'accident. Comment analyser ça? Ça fait plusieurs signes qu'il envoie où on voit que il a un peu, il lui manque un je ne sais quoi pour au final marquer vraiment de son empreinte la Formule 1 et acquérir cette étoffe de futur champion du monde ou de champion du monde tout simplement. Est-ce que c'est une analyse que tu partages? Est-ce que ça y est, Oscar, il a la main mise sur la psychologie de Déjà, j'aimerais dire que il y a d'autres personnes qui, comme Suzanne, ont pris un apéro pendant le Grand Prix et ça les empêchait pas de commenter à côté de Julien Febvre. Parce que l'analyse de Jacques Villeneuve commence un peu à en avoir plein le dos. Même s'il a pas dit que des conneries, mais j'en parlerai sur une autre écurie. Il y a un truc que j'ai trouvé assez pertinent qu'il a dit. Il va neiger demain, parce qu'il peut dire des choses sensées. Sur l'analyse de l'accident, il est complètement aux fraises. Alors, je ne suis absolument pas patron d'écurie. Oui, spoiler. Alors là, je sais, vous tombez tous des nues. Mais je serais Mercedes. Je me dis qu'aller récupérer Lando Norris, ce serait pas si déconnant, puisque Russell est convoité. Je pense que Norris est mort à McLaren parce que Piastri l'a mangé. En fait, j'ai du mal à le voir rebondir. Peut-être que je me trompe et peut-être que Norris fera une Nico Rosberg dans le sens où Rosberg il se fait manger par Hamilton et on pense que il va toujours être mangé par Hamilton et il réussit à avoir le déclic sur la fin de saison 2015. L'intersaison 2015-2016 et la saison 2016, et il fait tous les efforts pour devenir champion et il est couronné champion. Peut-être que Lando, il aura ce déclic en fin de saison, si jamais, par exemple, Piastri est champion du monde, peut-être qu'il aura un déclic, une façon de se libérer, et peut-être qu'il va changer des choses pour aller chercher ce titre avec McLaren. Je sais pas, j'ai des doutes. Je pense sincèrement que là, il est en train de couler parce qu'il tombe sur un de ces rares pilotes qui sont pas faits du même bois que les autres. Et ça se voit dans comment conduit Piastri, ça se voit dans sa façon de parler, sa façon d'analyser les courses, sa façon d'être. Oscar Piastri, c'est un Max Verstappen, mais dans le côté glacial de la force. Là où Verstappen, c'est le feu, Piastri, c'est la glace. Mais les deux sont des pilotes qui sont au-dessus du lot, pour moi. Et je pense que malheureusement Norris, c'est évidemment un excellent pilote, il fait partie du top 20 en Formule 1 et sa place est absolument pas en jeu. Mais il lui manque ce truc pour être champion et on sait qu'il y a certains pilotes, il leur manquait ce truc pour être champion et je me dis que
ce serait peut-être le bon moment pour lui de tenter sur une nouvelle aventure et pourquoi pas lui être le numéro 1 chez Aston Martin avec le projet avec Adrian Newey, l'argent d'Aston Martin, etc. Ça pourrait être le bon moyen pour lui de se dire, je suis sûr d'être numéro 1 parce que bon, c'est pas Lance Stroll qui va devenir numéro 1. C'est bon, ça, voilà. Hein. On l'embrasse, on l'aime fort, qu'il prenne soin de lui, il n'y a pas de problème. Mais bon, on le sait. Et si vraiment Aston Martin veut un nouveau numéro 1 pour remplacer Alonso qui est en fin de vie, il y a peut-être un coup à faire et peut-être que ça libérerait Norris de quitter le giron McLaren, lui qui a toujours été l'enfant de McLaren, et peut-être que finalement ça lui convient plus parce que Piastri lui est passé devant. Ça peut être quelque chose à suivre. Après, oui, c'est son erreur, il veut passer dans un espace qui n'existe pas. Piastri, il prend sa ligne, il ferme la porte sans manœuvre erratique, sans coup de volant, sans rien. Il fait ce qu'il y a à faire. Norris, voilà, il veut passer où il n'y a pas d'espace. Donc, j'ai pas compris son mouvement. Je pense moment de peut-être de crispation, moment de, je sais pas, de panique, de peur, je sais pas, je saurais pas dire, mais voilà. Il perd pas mal de points, il laisse 22 points d'écart au classement général. J'allais faire un petit point. La chance que McLaren a, c'est qu'ils ont quand même une sacrée avance au constructeur, donc pour ce titre-là, on va dire que c'est bon, tu peux passer l'éponge et c'est moins gênant. Mais voilà, pour le classement pilote, tu perds des points, des gros points, parce que ça va se jouer à des petits détails sur le titre pilote. Et là, Lando, il perd des gros points, parce que ça peut paraître rien, mais 10 points, c'est beaucoup dans un championnat aussi serré. Donc c'est surtout ça où il va s'en vouloir. Pour McLaren, je veux dire, ça arrive. En plus, c'est pas comme, il y a pas de tension entre les deux. En plus, on n'est pas sur un Mercedes 2016 ou d'autres. Il a fait une erreur, il reconnaît, il a fait une erreur, et puis voilà, c'est juste qu'à mon avis, il s'est, entre guillemets, sabordé vis-à-vis de l'équipe qui va, je pense, foncer sur Piastri à partir de maintenant, de manière plus claire. D'accord, moi je vais continuer dans l'analyse de comptoir psychologique à 2 balles. Est-ce que justement, il n'y a pas de conflit? Il assume l'entièreté de son erreur avant, presque, on a l'impression que même avant de l'avoir commise, il a déjà commencé à s'excuser. Est-ce que c'est pas ça aussi? Est-ce qu'il faut pas être un cochon ou avoir un caractère de cochon, tout du moins, ou avoir le chien pour l'emporter. Est-ce que pour être un champion, faut être un peu désagréable? Moi, je poserais presque une question opposée, c'est que tout sport confondu, est-ce qu'un romantique a déjà gagné? Roger Federer? Ouais. C'est un verre d'eau tiède, Federer, mais c'est un autre débat. C'est ça. Lui, le truc, c'est que c'est un génie de la raquette. Donc, tu peux presque être... mais tu prends l'équipe de France des années 80, c'était des romantiques. Oui, il y a le titre de 84, mais tu te fais taper par des Allemands en 82, alors que normalement, les mecs, tu dois envoyer... il y en a un qui doit pas finir le match parce que t'es vénère. Non, nous, on était romantiques. Donc, finalement, à un moment ou à un autre, pour faire la différence, je dis pas qu'il faut forcément du vice, mais il faut en vouloir plus que l'autre. Il faut avoir un peu plus de niaque, et je suis totalement en phase avec Takuma sur le fait que j'ai l'impression, mais depuis que finalement que Piastri a commencé les formules, la Formule 3, la Formule 2, c'est que le mec il se présente à un championnat, il veut le bouffer le truc. Et c'est vrai que Lando, j'ai l'impression que pour lui, la vie a été un petit peu plus facile. Faut pas oublier que papa, maman, ils sont millionnaires. Il fait de la Formule 1. Il a jamais eu trop de soucis pour payer les frais pour faire du karting et tout le reste. Donc, après, ça reste un gamin que son père a sorti de l'école à 14 ans. Donc tu sens une pression familiale conséquente. Enfin, je suis d'accord sur plein de choses, mais sur le fait de la vie facile. Oui, il a de l'argent. Oui, il s'est pas battu pour avoir un baquet parce que son père est, je sais pas, dans les 200 plus riches d'Angleterre, qui sont eux-mêmes largement plus riches que nos 200 plus riches français. Mais pas besoin de French bashing vu la situation actuelle en F1. C'est bon. mais déscolarisé à 14 ans avec des cours de physique du niveau universitaire et globalement à peu près tout, histoire de comprendre comment fonctionne un moteur, le reste on s'en fiche. Je pense que c'est quand même une pression pas facile, mais je sais pas si c'est un romantique ou un idéaliste. En tout cas,
il a l'air d'être heureux de vivre, ce qui est plutôt une bonne chose pour lui. Mais effectivement, il démontre moins. Je ne sais pas ce qu'il en est en réalité. Je sais même pas si son discours de je veux être un pilote propre, c'est vraiment qui il est. Il peut y croire vraiment sans que ça le définisse complètement, mais il Ça fait doit être pas possible. état d'avoir autant envie de gagner que effectivement Piastri qui vient pour gagner. Et c'est quelque chose qui lui manque. Et ça fait quand même quelques grands prix que toutes les semaines on dit ah bah là ça y est il a perdu le titre. Donc je pense que le titre s'éloigne effectivement, mais comme le disait Takuma, pas de bol pour lui, il tombe face à l'un des meilleurs pilotes de sa génération. Ceci, c'est intéressant ce que tu disais Takuma sur le fait qu'il est peut-être temps de changer d'écurie. Il s'est quand même transformé quand Sainz est parti. Parce que il était un peu dans l'ombre de Sainz, ce qui lui plaisait bien, enfin c'était son copain. Alors qu'il n'y avait pas un différentiel de niveau si fou que ça non plus, mais qu'il a peut-être besoin de changement aussi. Dans tous les cas, je pense que effectivement, aujourd'hui, Piastri fait état d'une régularité plus importante que Norris n'a jamais eu, alors qu'il est là depuis plus longtemps. Toutefois, quand même, depuis le Grand Prix précédent, enfin, ça fait 2 fois que Norris il chauffe un peu pour remonter, alors qu'il se qualifie pas très bien ou qu'il est assez loin derrière Piastri. Donc, il montre un peu plus d'agressivité que ce qu'il a pu faire précédemment. Et là, il est allé jusqu'au bout de ça. Après qu'il ait essayé de forcer le passage, ça aurait été un autre pilote. Là, c'est couillon parce que c'est la même écurie et que ça fera pas trop de mal à McLaren, mais c'est quand même pas terrible. Et puis ça attaque, enfin, toujours le risque de sortir les 2 voitures. Mais effectivement, j'ai été un peu gênée aussi. Il n'y a pas de doute, c'est de sa faute, mais j'étais un peu gênée aussi par le fait qu'il essaie pas de défendre un tout petit peu son move. Ouais, il n'était pas sûr de lui-même quand il s'y est lancé. Je pense qu'en tout cas, Norris, ça a toujours fait partie des pilotes où on a toujours dit il y a un truc de mental. Je pense que depuis l'épisode, c'était à Spa, où il n'avait pas voulu changer ses pneus et qu'il s'était planté. Aussi. Silverstone, non? Non, je me rappelle. Je sais plus, il C'est pleuvait. Il y en a peut-être plusieurs. Hein. Non, c'est à Sochi qui mène le Grand Prix et qu'il est persuadé de pouvoir aller au bout et qu'au final il est en perdition parce qu'il pleut trop et que derrière ça s'est arrêté et il perd la gagne, etc. Non, mais il s'est craché. Les pneus, il a crevé un pneu. Non, il crève pas, c'est juste qu'il est en perdition et qu'il glisse et il se sort parce qu'il est en pneu slick sur du mouillé. Ouais. Et il se sort. J'ai l'impression que depuis ça, il s'en est jamais complètement remis, quoi. Il n'a pas l'air sûr de ce qu'il fait quand il y va. Enfin voilà. Donc, mais tu vois, tu parles du fait qu'il s'excuse tout de suite après. S'il était arrivé en disant oui, Piastri m'a fermé la porte, c'est un scandale, machin et tout, on serait tous tombés dessus en disant il est délusionnel, il invente des choses, il veut pas perdre il se voile la face, c'est son erreur, il veut pas reconnaître. Tu vois, c'est pas son tempérament d'aller là-dessus. Et peut-être que c'est ce qui lui manque, comme on disait. Peut-être qu'il lui faut ce côté plus méchant, plus chien de la casse, dirons-nous, que certains ont. Hein. Regardez, mon regard va vers un certain Hollandais d'une écurie autrichienne, qui, bon, lui est plutôt dans l'extrême inverse. Voilà. Lui, il passe quoi qu'il arrive. Oui. Et puis dans ses déclarations, il n'y a pas de souci, mais il peut être très drôle aussi, Verstappen. Mais oui, il lui manque, voilà, il lui manque peut-être ce côté plus hargneux, plus vicieux. Mais à l'inverse, j'ai pas l'impression que Piastri soit comme ça non plus. C'est pas trop, il est froid. Il est froid, mais. Il est constant. Ah bah, oui, mais en dehors de son pilotage, même dans sa manière d'être, il lâche pas, quoi. Ah oui, clairement. C'est pour ça qu'il semble être le favori pour le titre. C'est qu'il dégage absolument aucune vraie faiblesse. Il fait pas d'erreur. La seule erreur qu'il a faite, c'est ce qu'on disait au premier Grand Prix en Australie chez lui. Et je pense que, contrairement à Lando, lui, il s'en est servi pour apprendre et dire plus jamais ça. Mais c'est pour ça qu'à la limite, moi, je pense que c'est sa nature, que ça sera jamais un tueur de circuit, et que tu peux le changer. Tu peux aller le mettre chez Aston, chez Mercedes, chez Red Bull,
avec un avec un borgne qui pourrait venir lui malaxer les épaules et lui faire un massage thaïlandais, je pense que ça changera rien. Il se revendique gentleman driver et je pense que il le restera. Est-ce que aussi psychologiquement, il commence à accepter là en étant derrière Piastri, en se disant bah si je le passe pas là maintenant, je paume le championnat. Comme peut-être l'année dernière, il a encore le fait d'avoir laissé passer sa chance contre Max en ayant une meilleure voiture les 2 tiers du championnat. Donc, ouais, je pense qu'en fait, je pense qu'il y a un petit peu de ça. Pour lui, il a laissé passer sa chance et donc maintenant, vas-y, il finit pas une clope au bec avec le coude sur la portière parce que il y a finalement encore très peu de points. Il y a 22 points d'écart. C'est une différence. Piastri se plante en Autriche et lui gagne. Il est premier du classement. Et est-ce que finalement, tout ce que je viens de dire, je peux froisser la feuille et le mettre dans la poubelle et dire que finalement il reste 14 Grands Prix. Il peut continuer à le faire. Il reste quand même 14 Grands Prix. Il y a 22 points d'écart. C'est pas non plus. Par contre, c'est à se poser la question, c'est est-ce que la McLaren va rester la voiture dominante pour cette fin d'année? Parce que là, ils ont apporté énormément de modifications, des modifications qui ne sied pas aux 2 pilotes, parce que par exemple sur les suspensions, Norris les a prises, Piastri les a refusées, il est resté sur l'ancienne version. Donc là, je pense que ça va peut-être aussi un peu tâter dans l'obscurité côté McLaren. C'est est-ce que tu mets les évolutions? Est-ce que tu restes sur une ancienne voiture qui était bonne? Mais si tu restes sur une ancienne voiture, comme a pu faire Red Bull, tu te fais rattraper par les autres qui mettent des bonnes évolutions. On a même vu Hülkenberg renaître de ses cendres avec des bonnes évolutions. Les kicks Sauber sont pas si mal. Effectivement, tu fais bien d'en parler. Alors je vais faire un point. Je n'avais pas annoncé le résultat du Grand Prix, mais au final, je vais le rappeler maintenant. On a Russell qui a gagné, suivi de Verstappen, puis Antonelli. Bon, ça, le podium était connu. Suivi d'un Piastri, avec, donc, Norris qui s'est sorti, donc, qui n'apparaît pas dans le classement. 5e Leclerc, 6e Hamilton, 7e Alonso, 8e Hülkenberg, 9e Ocon dans les points avec la Haas, et 10e Carlos Sainz, sachant qu'on a eu les abandons de donc Norris, Lawson et Albon. Et puis pour ce qui est du classement en constructeur, on a effectivement McLaren qui est largement devant avec à peu près 175 points d'avance sur Mercedes, 2e position, Ferrari 3e avec 183 points à 16 points de Mercedes maintenant, Red Bull derrière Ferrari avec 20 points, et puis on arrive tout de suite à Williams qui est très très loin, et Alpine bon dernier avec 11 points. C'est peut-être le moment d'ouvrir le dossier Ferrari dans les top écuries, c'est celle dont nous n'avons pas parlé. Ça fait plusieurs émissions, plusieurs grands prix que on se dit. Il y avait une fois où j'avais expliqué qu'il me semblait que la lune de miel pour Vassar était en train de s'achever du côté de la Scuderia. Takuma s'était emporté, il avait dit ça va, c'est que des histoires, c'est de l'écume médiatique, j'en veux plus de ces histoires. Et puis l'écume médiatique là, ça commence à monter. Il y a de la mousse jusqu'en haut des fenêtres là. On parle que de ça du côté de la Scuderia. Même eux ils disent on en a marre, on peut plus travailler normalement parce que on est envahi de ces rumeurs, comme quoi avec Ferrari qui gagne les 24 heures, Vassar il va être remplacé par le team principal de l'endurance. Mais ils ont été disqualifiés. Là, il y en a une qui a été disqualifiée, mais ils l'ont quand même gagnée. Mais il y a la 51 qui a été disqualifiée. Et donc la 50, pardon. Ouais. Et puis on a Leclerc et Hamilton qui sont les enfants chéris de Frédéric Vasseur qui sont montés au créneau pour le défendre. Et puis les résultats qui sont pas incroyables, sans être complètement dégueulasses. Ils sont quand même pas. Alors que ils étaient censés jouer les gagnes, ils ont toujours pas gagné, à la différence de Mercedes, à la différence de McLaren, à la différence de Red Bull. Comment vous vivez au final, moi je trouve que c'est un peu du psychodrame parce qu'on parle beaucoup de ces à côté-là. Les performances, elles se maintiennent sans être flamboyantes, il n'y a pas trop d'amélioration. Et puis on a Frédéric Vasseur qui jusqu'à présent faisait un peu de langue de bois, mais là il commence à un peu s'emporter.
Lance, toi qui as plusieurs Ferrari dans le garage, comment tu vois les choses? Est-ce qu'il faut les revendre et acheter, je sais pas, autre chose? Ouais, j'en ai deux de plus parce que j'ai un petit garage Lego Ferrari plus la Ferrari, tu sais, l'édition Formule 1 là. J'ai une Red Bull, une Formule 1 et une Aston Martin. Bon, c'est pas du tout parce que j'ai un enfant de 5 ans que et oui, c'est de la pression psychologique. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Il a un maillot du Paris Saint-Germain et des Formule 1. Mais que fait la police? Ton enfant n'est qu'un prétexte, Lance, on a bien compris. C'est bien quand il voit une Ferrari, il demande s'il y a Charles Leclerc dedans. Non, il sait pas qui c'est parce que je l'insulte tout le temps. Mais ça faut pas. Mais faut pas insulter la télé dans les enfants. Sinon ils apprennent des mots qui sont pas beaux. Non, mais après mais je pense que c'est un tout avec Ferrari parce que l'arrivée de Lewis avait aussi peut-être regonflé le moral de pas mal de monde. On se disait que puis tu avais aussi le spectre de l'année passée où ils sont quand même pas très très loin de choper le constructeur. Donc avec l'ajout de Lewis, tu dis peut-être ce step allait être franchi. Et là, bah, comme c'est comme en amour, hein, dès que tu commences à être un peu éconduit, bah, les relations sont un petit peu plus compliquées et on sait que la presse italienne, faut bien qu'elle mange aussi. Et rappelez-vous de quand Schumi arrive avec Jean Todt, ce qu'ils ont pris dans la tronche avant de gagner. Bon. Je pense pas qu'on soit sur la même chose avec Cédric Vasseur et Charles Leclerc / Lewis. Mais ça, je pense que ça serait quand même dommage de tout envoyer. Il y a quand même des choses qui sont pas mal. À noter les arrêts au stand. Ils arrivent le plus lent est à 2,2, donc au moins ça se passe bien à ce niveau-là. Après, tu as peut-être des choses qui sont un peu plus compliquées en course. On n'a pas tous les tenants, les aboutissants. On ne sait pas s'il va encore y avoir des petites améliorations qui peuvent booster la voiture. Mais faudrait pas non plus. Alors peut-être parce que j'aime bien Frédéric Vasseur et j'ai pas envie que quand on t'a connu Mattia Binotto avant, j'ai envie de te dire s'il vous plaît calmez-vous. Bizarrement, avec Binotto, on n'entendait pas forcément la même chose avec les médias italiens. Quand le team principal est pas italien, apparemment, ils sont beaucoup plus dégagistes dans la rapidité. Mais bon, ça, c'est nos amis italiens. C'est toujours où on est avec eux. Mais voilà, ça serait un petit peu dommage. Au moins, Charles Leclerc, lui, est à fond derrière Vasseur. Parce que ils ont quand même des liens ensemble. Après, il faudra quand même qu'il y ait quand même des petits résultats qui arrivent. C'est vrai que la position pourrait être compliquée, surtout s'ils se disent, à nouvelle réglementation, tu pars avec un nouveau team principal pour vraiment repartir de zéro. Mais j'ai toujours cette impression-là avec Ferrari. Je mettrai pas au même niveau qu'Alpine, hein, parce que bon, Alpine est à un niveau abyssal tellement bas que bon. Je pense qu'un petit peu plus, ils trouveront du pétrole, mais en France, on n'a pas de pétrole, mais on a des idées. Ouais, mais je pense qu'Alpine, ils ont ni l'un ni l'autre, donc c'est pour ça que c'est compliqué. Mais donc après, faut vraiment repartir encore de zéro. Ça serait pas forcément une très bonne idée. Après, s'il y a vraiment pas d'amélioration et qu'en interne ils ont une meilleure idée. Pourquoi pas? Au moins, t'auras laissé la chance au produit, mais la précipitation, généralement, c'est pas forcément la meilleure conseillère. Ok. Takuma, un avis sur la Scuderia, au-delà même de ce week-end, parce qu'au final, Lewis Hamilton a percuté une marmotte. On ignorait pendant la retransmission, on savait pas trop ce qu'il avait eu comme dégâts, puisqu'ils lui ont dit à un moment donné, t'es pas si mal que ça avec les dégâts que tu as. Il a percuté une marmotte, puis au final, il finit derrière son coéquipier à la 6e place, tandis que Charles est 5. Donc bon, la différence est pas si ouf que ça. Comment vois-tu cette situation de la Scuderia? Alors déjà, il faut parler de la qualif où Charles Leclerc se loupe alors qu'il avait la voiture pour aller prendre la pole. Donc c'est là il s'en voulait et Vasseur en parlait que finalement ça se joue à ce tour, tu le loupes. Leclerc se loupe pas, il part premier, tu sais pas quelle course on a derrière, il peut très bien aller la gagner parce que la Ferrari a toujours montré qu'elle avait un bon rythme de course. Ensuite, là où pour moi Ferrari se fait une erreur, c'est que
et c'est là où Villeneuve a dit quelque chose qui était intéressant, c'est que il parlait des stratégistes et qu'il y avait deux types de stratégistes, ceux qui étaient derrière des écrans, qui regardaient seulement les datas, et t'avais les stratégistes qui écoutaient l'avis des pilotes et qui voyaient, on va dire, en réel ce qui se passait, etc. Et t'as l'impression que Ferrari s'est basé uniquement sur la data pure, les écrans, etc. Alors que Leclerc était en mode, mais non, mais en fait, enfin, il le dit lui-même, il le dit, mais non, moi je veux le plancer, ce qui, à mon avis, voulait dire aller au bout avec ses pneus durs parce qu'il avait l'air d'être plutôt bien. Et finalement, il le faut rentrer et lui-même comprend pas. Et pour moi, c'est le point où Ferrari doit bosser, c'est être vraiment régulier sur les choix de stratégie, pardon. Il y a eu des courses où ils ont très bien fait, et on l'a dit dans les épisodes précédents qu'il y avait des très très bonnes stratégies, mais c'est encore trop inconstant. Et quand tu regardes le reste de chez Ferrari, ils ont des aérostands qui sont fiables, donc tu peux être un peu plus offensif sur ce que tu veux parce que tu sais que t'es quand même t'es la meilleure écurie ou stand sur cette saison. T'as deux pilotes qui sont exceptionnels, et la voiture elle est pas si loin. Il leur manque un truc, on est d'accord, mais ils sont pas si loin que ça. Quand tu regardes avant le drapeau jaune, Leclerc est pas si loin de Piastri, Norris et du groupe de tête. Ça se tenait quand même un peu. Ils sont un peu derrière. Ils arrivent pas à rattraper ça, mais ils sont pas si loin. Et Hamilton, bon, il était beaucoup plus loin, mais comme on l'a dit, dégâts sur le fond plat avant, parce que le pauvre, il a pris une marmotte. Il était dévasté d'ailleurs après course quand il a appris ça, puisque c'est un grand défenseur des animaux, vegan, etc. Donc c'est vrai que faut comprendre que ça le touche. Mais on peut comprendre que quand tu te prends une marmotte à 300 km/h, le fond plat, c'est pas, il aime pas trop. Et la marmotte n'a pas souffert à 300 km/h. Ah oui, à mon avis, je pense que c'est allé vite, hein, malheureusement pour elle. Mais en fait, il y a un truc qui m'énerve, c'est que, comme ça a été très bien dit, pendant toutes les années Binotto, il n'y a pas eu le quart du huitième de la moitié de ce qu'on reproche à Vasseur maintenant, alors qu'il a pris la Scuderia dans un état qui était vraiment pas bon. Et tu vois quand même la progression de la Scuderia. Tu vois quand même qu'il y a du mieux. Tu vois quand même qu'il a remis quelque chose en avant. Et pour reprendre une expression qui sied quand même plutôt bien à Ferrari, Rome ne s'est pas construite en un jour. Quand tu vois McLaren de là où ils reviennent aussi, et finalement ils ont quand même cru en Zak Brown pour remonter quelque chose. Enfin, il y a 2 ans, McLaren, ça jouait la 18e place en course. Et ils ont eu un déclic, ils sont allés mieux. Là, Ferrari, ils n'ont pas trouvé le truc pour aller mieux. Ils restent quand même compétitifs et ils sont pas loin. Donc, il y a pas, ils seraient 15e à chaque course et ils avanceraient pas. Je peux comprendre que tu gueules. Tu te dis oui, bon là, ça va pas marcher. Mais ils sont pas loin. Et en plus, on sait que l'an prochain, ça rebat les cartes et on n'est pas en interne malheureusement, mais j'imagine qu'il y a 85-90% des équipes qui sont sur l'an prochain et que tu as quand même une partie pour essayer de maximiser au plus cette année pour quand même te battre pour la 2e place constructeur, pour être haut puisque c'est quand même important pour l'argent. Mais je pense que tout le monde est en train d'essayer de faire la meilleure voiture possible pour l'an prochain. Semblerait que Mercedes soit bien parti. C'est une réglementation de moteur qui est surpris absolument personne. Donc il y a beaucoup de travail pour les Red Bull Ford, pour Ferrari, pour les autres écuries, savoir aussi comment ils vont implanter le nouveau moteur Mercedes. Bref, ça va être un autre débat. Bon courage aussi à Audi, ça va être très drôle. Mais voilà, il y a beaucoup de travail aussi pour l'an prochain et c'est là qu'on va devoir les juger. Mais je comprends pas le surplus de méfiance envers Frédéric Vasseur. Je ne le comprends pas. Pour moi, c'est immérité, c'est totalement immérité. Donc bon, c'est la presse italienne, hein, il faut bien qu'ils s'occupent. Bon, c'est leur nouveau passe-temps. Bon, bien soit. Ok, Suzanne, comment tu vois cette situation chez Ferrari? Tu partages l'avis de Takuma? C'est la médiatisation. Il faut qu'il fasse du papier et puis il faut aussi là ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu de victoire Ferrari, donc il voit pas ça pointer le bout de son nez. Je pense que, évidemment, comme toutes les situations difficiles, c'est plurifactoriel, mais il y a une partie, à mon avis, qui est indéniable. C'est Jean Todt qui parle souvent du poids de la presse sur l'écurie Ferrari en général. Le saint dimanche se passe entre le match de foot et le Grand Prix. Donc, c'est une pression énorme sur les équipes, et notamment les équipes, entre guillemets, qu'on ne voit pas. Dans les usines et y compris sur des sujets non techniques. Et c'est clair que quand le team principal n'est pas italien, c'est encore pire.
Je pense qu'il y a un peu d'exaspération parce que ça fait longtemps qu'ils y croient et qu'ils n'y arrivent pas. Et puis, il y a cette espèce de dictature de l'instant qui, je pense, est peut-être majorée par le regain de popularité de la F1. C'est-à-dire que oui, la presse italienne se déchaîne et oui, c'est très compliqué pour toutes les personnes qui bossent dans une écurie italienne. On imagine bien que tu peux pas aller faire tes courses sans que tout le monde... enfin voilà, pour la vie de Fred Vasseur, j'imagine qu'il fait très peu ses courses vu qu'il est beaucoup dans l'avion, mais tout le monde autour de lui commande son action, donc c'est effectivement lourd, mais aussi la F1 a un regain de popularité, la F1 est très instagrammable, en tout cas très réseaux sociaux utilisables, du coup il y a un relais très fort, plus fort que peut-être il y a 10 ans ou 15 ans de toutes ces rumeurs, et ça fait monter un petit peu la sauce. On a finalement, c'est pas propre qu'à Ferrari, une dictature de l'instant et du résultat immédiat. Enfin voilà, sans répéter ce qu'on dit très bien avant moi, Lance Takuma, on fait pas les choses en 2 jours. Il a récupéré une écurie dans une situation catastrophique. Enfin, on les appelait les coulants rouges il y a pas si longtemps. Ils faisaient des pit stops à 5 ou 6 secondes. Le simple fait qu'ils sachent faire des pit stops à 2 secondes 2 en 1 an et demi, ça relève quasiment du miracle. Après, une écurie, a fortiori encore plus une écurie motoriste, c'est une grosse machine. Il y a des problèmes managériaux à tous les niveaux. Et le chef, tout chef qu'il est, il peut pas remonter quelque chose en si peu de temps. Il faut le temps que ça essaime, il faut le temps de définir un projet, de refédérer les équipes, de faire le tri aussi entre ceux qui doivent rester et ceux qui sont pas à leur place. Enfin, ça c'est la RH en moi qui parle, mais il y a quand même aussi un sujet. En général, quand les choses ne vont pas bien, il y a toujours à un moment donné un sujet RH et qui est parfois au niveau de la fin des chaînes d'exécution. Et ça prend du temps. Donc, moi, ça m'énerve. Alors oui, j'ai sans doute un quota sympathie assez élevé pour Fred Vasseur, mais c'est trop court et on peut pas prétendre estimer. C'est le même problème qu'Alpine. On peut pas prétendre juger les résultats de performance d'un secteur industriel parce que ça reste une industrie sportive, mais derrière c'est une mécanique industrielle. En 1 an et demi, c'est pas possible, surtout quand ça part d'aussi loin. Donc voilà, ça m'énerve un peu. Et après, je pense aussi qu'ils sont aussi, ils ont peut-être été dépassés. Enfin, disons que le recrutement d'Hamilton, ils savaient très bien qu'en faisant ça aussi, ça allait créer une sorte d'engouement. Ça y est, demain on est champion constructeur, on est champion pilote. Nous-mêmes, on s'était emballés, et puis ça faisait plaisir de s'emballer après cette ère de domination. On avait fait la domination Mercedes, la domination Red Bull. On disait Ferrari c'est cool, le petit prince Leclerc, le champion Hamilton qui va glaner le titre qu'il lui faut pour marquer l'histoire de la Formule 1 à jamais. Et puis cette année c'est pas du tout comme ça. On voit pas, on se dit que ça sera pas pour cette année. Donc c'est ça qui, voilà, ils ont un peu l'effet de ressac de cet engouement qu'il y a eu avant le début de la saison. C'est aussi mon avis, mais ils ont joué aussi. C'est pour leur image aussi. Ouais, t'as raison. Ferrari a aussi éclaté encore plus de manière brillante à la face du monde avec ce transfert du siècle. C'est un peu... Oui, ils payent leur com majestueuse parce que il y a un effet déceptif parce qu'ils sont pas à la hauteur de la promesse qu'ils nous ont faite. Mais attendons la nouvelle voiture quand même. Enfin, celle de la nouvelle réglementation. Nous, on est patient, on n'est pas du tout dans les réseaux sociaux à outrance. D'ailleurs, il y a un peu d'animation côté réseaux sociaux sur Barbecue Sport Club. C'est notre ami Elio qui est en charge de tout ça. Mais il fait pas trop de publications en Formule 1. Il a beaucoup à faire avec d'autres sports comme le vélo. Mais on parlait de déceptif. Pourquoi pas clôturer cette discussion sur ce Grand Prix du Canada par Alpine. Alpine qui, au final, ils n'ont pas fait grand-chose ce week-end, mais ils ont surtout quand même, de manière encore plus, on va dire, viscérale, un souci, c'est que celui qui portait beaucoup la Formule 1 pour le groupe Renault, celui qui avait décidé que l'écurie Renault allait s'appeler Alpine, celui qui maintenait quand même l'effort du groupe pour la Formule 1, a décidé de partir. Alors, je plaisantais en disant que c'était à cause des mauvais résultats d'Alpine F1 qu'il avait décidé de partir chez Kering. Mais
tout de même, on avait déjà discuté avec les multiples revirements, les multiples changements justement de team principal, les multiples changements RH justement chez Alpine, et le fait qu'ils apprenaient pas de leurs erreurs, comme le dit bien Laurent Rossi dans le générique de Barbecue Sport Club Barbecue F1. Voilà, on se dit l'avenir de Alpine est menacé, je pense. Peut-être vous répondez à cette question. Est-ce que ça y est, il y a plus de moteurs français. Ils sont en Angleterre, ils ont de français que le nom. Il y a Briatore. Est-ce qu'il est pas en train de justement là de vraiment il a appelé des ménageurs ou quoi, Takuma? Attention, tu respires. Vous inquiétez, non, vous inquiétez pas. Le silence est voulu et il sera laissé en montage. C'est juste tout ce que m'inspire Alpine. Voilà, c'est pas, il y a pas besoin d'en faire des caisses. Cette écurie ne m'inspire rien. Quand tu vois que tu te fais battre par Kick, Sauber, Ferrari, bah voilà, je pense qu'on peut finir là-dessus, hein. Cette écurie est nulle, voilà. Bah merci d'être passé. Voilà. Ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas eu un événement. Ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas eu un événement particulier chez eux. Ah, tu considères ça comme un événement, toi? C'est un lundi. C'est bon, bah, c'est barré. Dans 2 semaines, t'auras Briatore. Dans 4 semaines, t'auras Gasly. Puis, ils tourneront. Peut-être qu'ils prendront un autre pilote, je sais pas qui. Ils ramèneront Sébastien Buemi, j'en sais rien. Il durera 3 courses et puis ils le dégageront. Et puis, voilà. Et puis après, peut-être qu'ils ramèneront Théo Pourchère et il fera 4 courses et ils le dégageront. Et peut-être qu'après, ils iront récupérer, c'est Cyril Abitboul, puisque Hyundai semble ne pas vouloir continuer en WRC. Il va être libre. Peut-être qu'ils vont le ramener et il durera 4 courses. Et peut-être qu'il se barrera aussi parce que c'est un enfer. C'est les feux de l'amour, de toute façon, Alpine. Alors, sans l'amour, c'est juste le feu. Bon. Moi, j'ai une anecdote très drôle. Enfin, je sais pas si elle est très drôle, mais je suis allée à Roland-Garros et pendant le match Tsitsipas Giganté, il y avait des gens absolument odieux derrière moi qui discutaient au lieu de regarder. Donc, c'était très énervant. Et puis, je les entendais parler de pognon, c'était des financiers. Et quand même, j'écoutais, ça me mettait un peu la puce à l'oreille, donc j'ai fini par regarder le nom des gens qu'ils citaient, etc. Puis bon, finalement, c'était écrit sur leur sac, puisqu'ils l'ont dit eux-mêmes, c'était des gens de chez Alpine. Alors, Alpine. Et comme je suis juste retournée en les regardant mal, pour leur dire, j'aimerais suivre mon match tranquille. C'est la première fois que je vais à Roland-Garros. J'ai payé 90 balles ma place, plus une journée de nounou. Laissez-moi tranquille. Mais c'était marrant parce qu'ils étaient très fiers d'eux. Ils parlaient juste de pognon. C'est normal, c'est des budgétaires et ça fait partie du truc. Et de réception, de machin. Mais à aucun moment, ils ont parlé de bagnole. Et ça m'a un peu étonnée parce que moi aussi, je travaille dans un secteur qui n'est pas mon cœur de métier. Je suis une fonction support. Mais il me semble que dans toutes les années de fonction support que j'ai pu faire, on passe pas 2 heures à parler de taf sans jamais mentionner l'objet final de ce qu'on fait. Et eux, c'est des voitures. Et voilà. En tout cas, c'était... Bon, je les ai dans le nez parce qu'ils m'ont gâché mon match. Mais en plus, je les avais dans le nez parce que je me disais... les gars, vous faites de la merde. Enfin, c'est pas vous, mais quand même. Okay, mais en tout cas, l'ambiance était très mauvaise. Hein. Ils n'arrêtaient pas de parler de gens qui pleuraient, qui partaient. Il y a un tel qui s'en va. Et... Non, mais c'est la marque. C'est la marque là dont tu parles. C'est pas Alpine F1. On est d'accord? Je sais pas. Bah oui, je pense que c'est la marque. Après, je sais pas si je connais pas trop les performances de la marque Alpine. Je pense qu'ils avaient voulu créer justement Luca De Meo, c'était avec Alpine F1, c'était aussi créer faire rejaillir le feu puisque Takuma parlait des feux de l'amour pour cette marque Alpine. Je sais pas si ça a vraiment porté ses fruits. Faudrait qu'on regarde ça faudrait que j'ai mieux préparé l'émission. Un jour, en tout cas, maintenant qu'ils sont sur l'Alpine électrique, je pense que c'est plus la F1 leur étendard de vente. Ok. Lance, je sais plus si tu as encore tes actions ou pas, mais comment ça se passe? Est-ce qu'il faut vendre ou pas là, les actions? Puisqu'on parlait quand même de pognon avec Suzanne. Disons que Alpine, sur ces dernières années, notamment la saison passée, on a plus parlé d'eux pour la présentation de la voiture avec tous les influenceurs big stars qui étaient
qui étaient invités, où tu voyais du Zizou, etc., qui, entre guillemets, venaient soutenir la marque. Donc là, je pense que les financiers, c'était cette partie-là qui, eux, les intéressait. Eux, t'auraient présenté un moulin à café avec flagué Alpine ou une bagnole. Pour eux, ils auraient fait exactement la même chose. Donc quand tu vois que Luca De Meo, moi, j'entendais vite fait sur BFM, que le gars, il partait chez Kering parce que c'est quelqu'un qui aime le luxe et les montres de luxe. Mais ouais, en fait, voilà, t'as juste rien qu'avec l'anecdote qu'a donnée Suzanne, plus tous ces trucs qui entourent, à un moment, est-ce qu'il y a des mecs qui aiment ces fucking voitures dans ce groupe, quoi. Enfin, à un moment, ils font quoi? C'est juste un produit de luxe? Est-ce que la voiture, elle est faite pour rouler ou juste être exposée dans sur un piédestal? Ah oui, elle est jolie. Donc c'est sûr que moi les Alpines, je les trouve très jolies, mais est-ce que c'est des bonnes voitures de sport? J'en sais rien au final. Bon, à chaque fois, on t'en parle jamais. Tiens, t'as aucune émission. Pourtant, les émissions et les magazines, on a essayé pour vous la dernière Ferrari. Ouais, excuse-moi, mais tu l'as pas essayé pour moi la Ferrari. Hein. Tu t'es fait un gros kiff parce qu'on te l'a envoyé, dire en automoto, ce genre de truc. À un moment, c'est pour contrebalancer, ils ont de temps en temps, ils testent la dernière 208, mais sinon, dans les faits, ils pensent pas à toi. Hein. C'est-à-dire que toutes les voitures où ils font des essais sur leur circuit fermé, c'est que de la bagnole minimum à 100 000 euros avec 500 chevaux sous le capot, quoi. Donc à un moment, bon, c'est pas trop voiture du peuple, Automoto. Où de temps en temps, il bascule la banquette arrière pour dire que ça fait 450 litres et que tu peux mettre une valise. Donc pourquoi pas. Ah, ils ont essayé ma Toyota Corolla Touring Sport. Voilà, Touring Sport, voilà. C'est le break. Exactement. Ouais, donc, mais après, là, je trouve que là où je partage pas trop ton avis, c'est que, bon, après, l'expertise, effectivement, je pense quand même que les gars qui sont, qui travaillent là-dedans, ils sont quand même censés avoir une forme d'expertise et être compétents. Et puis, je trouve que l'engagement de Luca De Meo pour Alpine F1, à minima, il était quand même présent. Moi, je trouvais justement qu'il était exagéré presque par rapport à ce qu'un patron d'un groupe comme Renault, quand tu le vois tous les week-ends sur le circuit, même quand on voit très bien qu'ils sont nulle part, c'était aussi peut-être trop de pression pour les équipes. Ils ont changé les équipes beaucoup. Et puis au final, voilà, le mec qui soutenait le projet Alpine F1 s'en va. Effectivement, on disait entre nous que Ocon il devait être content et manger son pain blanc là, parce que ça s'annonce un peu compliqué. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? Après, on va dire que c'est cohérent. Quand tout le monde s'en va, quand ta bagnole, c'est plus qu'une coquille vide, que tu es censé être un constructeur de voitures sportives, et que derrière, tu vas juste fournir la carrosserie et la peinture bleue. Et encore, si BWT est toujours sponsor, il n'y a pas beaucoup de bleu sur la carrosserie, dans un sens. Mais comme beaucoup de constructeurs, quand les Français y étaient, c'est-à-dire que t'as pas forcément beaucoup de continuité. Au premier soubresaut, tu sautes. Et ça, PSA l'a fait en rallye. Il dominait. D'un seul coup, t'as un financier qui dit on met plus de pognon sur le sport, donc le truc ça s'arrête parce qu'à l'arrivée, il y a peut-être pas de retour sur investissement. On en a toujours la même chose. Qu'est-ce que c'est le sport automobile pour tout ça? Est-ce que c'est des vitrines technologiques? Est-ce que ça te permet de développer des choses que après tu vas mettre sur tes voitures? Je pense que c'est le cas de Ferrari. Il y a des choses qui ont été développées pour la Formule 1 que tu as retrouvées après sur les voitures. Est-ce que ce que tu développes chez Alpine, tu vas le retrouver dans une Alpine? Je sais pas. Aston Martin, je sais pas non plus. Mercedes, il y a peut-être moyen parce que il y a quand même beaucoup de technologie sur les Mercedes. Donc finalement tout ça c'est à peu près c'est entendable. Est-ce que finalement Alpine sur le fait d'investir ça s'est retrouvé dans les chiffres derrière? Peut-être pas. Et chez Renault, comme les entreprises françaises sont souvent en train de pleurer et qu'elles cherchent du pognon un peu partout, oui. Si ça se traduit pas dans les chiffres de vente et que là pour le coup, c'est vrai que aucun d'entre nous n'a les chiffres, mais je pense que ça doit pas être faramineux. C'est toujours compliqué de rivaliser dans un secteur qui est extrêmement concurrentiel parce que tout le monde ne peut pas s'acheter facilement des voitures à 100 000 euros, enfin, je pense. Donc finalement, le projet des 100 courses, elle plane, etc.
à l'arrivée, si tu as quelqu'un qui arrive avec un gros chèque et qui propose à Renault de racheter Alpine, je pense qu'il faudrait pas forcément être étonné si ça arrive. Oui, oui, mais c'est ce qu'on disait Surtout sur. qu'en plus, c'est une Pardon, activité Suzanne. ultra minoritaire à l'échelle du groupe Renault, quoi. Non, je disais, c'est une activité ultra minoritaire à l'échelle du groupe Renault. Même Alpine, la marque en général, que ce soit la voiture ou l'écurie, à l'échelle de Renault, c'est ni leur stratégie, ni, enfin voilà, c'est une branche annexe. Et c'est vrai que là, je te rejoins. C'était étonnant de voir un tel investissement du CEO. Renault, c'est quand même un des plus grands équipementiers automobiles. C'est le seul constructeur automobile classé au CAC 40 français. D'ailleurs, en fait, Liméo, c'est un mec qui part d'une boîte du CAC 40 français pour une autre boîte du CAC 40. Donc voilà, il poursuit juste son parcours de grand patron. Mais oui, c'est pas la priorité du groupe. Et en même temps, tu te retrouves avec le patron qui est là tout le temps, dans un contexte qui est hyper changeant et qui est pas une franche réussite. Je pense que ça a forcément un impact sur les écuries, enfin sur l'écurie, sur les équipes, il n'y a pas de stabilité. Voilà, après là, je pense que faut arrêter le massacre. Comment, je sais pas, soit il revire tout le monde une bonne fois pour toutes, soit il laisse le temps, mais je sais même pas comment sortir de ce marasme en fait. Bah, c'est vrai qu'on tu laisses Briatore, il va virer tout le monde, hein, à part Oui, lui. c'est pas faux. Non, mais on faisait souvent la comparaison avec Williams qui, au final, ça a été très très lourde difficulté. Ils se sont laissé le temps l'année dernière notamment, et puis au final cette année c'est mieux. Et puis Rome c'est ni construite en un jour ni forcément détruite en un jour aussi, quoique je ne sais pas, mais. Mais oui, mais Jacques, pourquoi est-ce que Williams ça marche? Parce que déjà ils ont été rachetés par des gens qui ont du pognon et il en faut en Formule 1. Bon, ok, c'est la base. Derrière, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés prendre James Vols, école Mercedes, quelqu'un de compétent, qui est arrivé, qui a dit « Ok, on part de loin, je veux que vous tentiez des trucs, on s'en fout, de toute façon, on part de loin. » Il a instauré quelque chose, et du coup, tout le monde a envie de travailler pour lui parce qu'il met en confiance ses équipes et il montre qu'il a envie de développer ce projet, et tu sais où tu vas avec James Vols. Et du coup, qu'est-ce qu'on voit? On voit une écurie qui progresse. Ils arrivent à attirer Carlos Sainz alors que c'était pas gagné, et Albon, ils sont allés le chercher, et du coup la confiance qu'Albon a avec Williams et Williams qui a avec Albon, c'est un super duo qui fonctionne. Et en fait, tout est huilé pour que ça aille vers le haut en fait. Tu sais ce qu'ils veulent faire Williams, tu vois la stratégie Williams, tu comprends ce que veut faire Williams. Alpine, tu ne comprends pas. Et c'est ça le problème, et on l'a déjà dit, c'est que les têtes pensantes changent toutes les fois. T'as un Briatore qui est chef, puis pas chef, puis bras droit du chef, puis pas chef. Tu ne sais pas quelle est son application, tu sais pas s'il va rester, tu sais pas ce qu'il vient faire comme magouille. Ça, je pense que c'est symptomatique, c'est qu'ils en ont rien à foutre chez Renault. Ils ont même pas pensé au Grand Prix. Oui, mais du coup, voilà, c'est le problème. Ouais, après, tu es peut-être obligé de le dire parce que pour des raisons financières, faudrait pas que tu tombes dans des délits d'initiés avec la bourse qui ouvre le lendemain. Est-ce que t'as pas des choses qui sont obligées d'être dites avant que ça soit appris par des intermédiaires? Moi, des infos que j'ai, c'est que le Figaro allait sortir l'info et ils avaient pas, et il fallait qu'ils communiquent avant que l'info sorte. Et c'était pendant la course, mais ils n'avaient pas le choix. Ça m'étonne pas. Ouais, ça m'étonne pas. Sur un mouvement d'un PDG du CAC 40. Ok. Ben on va peut-être clôturer notre discussion sur ce Grand Prix du Canada pour enchaîner sur notre sublime rubrique des pronostics du Grand Prix prochain, c'est-à-dire le Grand Prix d'Autriche, sur lequel je rappelle quand même que la saison dernière c'était George Russell qui l'avait emporté, suivi de Piastri et de Carlos Sainz. À l'époque, une Ferrari sur le podium. C'est pas forcément régulier cette année. Eh bien, qu'est-ce que je pourrais demander à Takuma? Qu'est-ce que toi tu penses de ce Grand Prix d'Autriche? Qui va l'emporter? J'annonce Max Verstappen qui l'emporte devant Oscar Piastri et George Russell en troisième. Ok. Alors, sachant que tu avais annoncé une victoire de Piastri pour le Canada. Oui, Piastri devant Hamilton et Norris, je crois, en 3, j'avais dû mettre. Alors, d'après mes tableaux, t'avais fait du Piastri, Verstappen, Leclerc.
Ah oui, bah, j'avais mis une Ferrari. Il me semblait que j'avais mis une Ferrari, mais je savais plus. Oui, bon, je me suis planté. C'est pas le premier pronostic que je loupe. De toute façon, je suis un peu habitué. Et on passe après. Ah, t'es sur une mauvaise série, mais avant, c'était pas mal. Là, c'est Monaco, c'était pas ouf. Émilie Romagne. Je suis sur une mauvaise série, c'est un pléonasme. T'es sur une bonne série de mauvais résultats, dirons-nous. Tu le dis comme tu veux, mais c'est vrai que t'étais plus performant sur la première partie de saison. Et là, il y a quelque chose qui se passe. Il faut remplacer le team principal. Je suis l'Aston Martin des pronos. Je commence fort et je m'écroule vite. Mais on va passer à Suzanne. Je crois pas que t'avais fait un prono pour le Canada. Non, j'ai pas fait de prono, je crois, pour le Canada. C'est mal. Pour Autriche, je vais dire Verstappen, Russell et Piastri. Je sais pas si c'est une bonne idée de reprendre la base de mes pronos. On a bien vu que c'était pas forcément une bonne chose. Bon. Peut-être qu'à deux, on s'annule. Tu vois, effet miroir. La roue tourne va tourner. La roue tourne va tourner. Ça va fonctionner. Alors, Lance, toi, tu avais annoncé une victoire de Verstappen, suivi de Piastri et de Norris, il me semble, là, sur le Canada. Voilà. Je pense, je me souviens même pas avoir mis Piastri. Je savais que j'avais mis les papayes, mais ouais, j'étais inspiré. Non, là pour celui-ci, je mettrais quand même un Piastri. Mais je crois que je vais faire un petit Leclerc Russell. Je mets pas Max sur le podium. Ok. Moi, je vais faire du. Et moi, j'ai mis quand même une Ferrari sur le podium, ce qui est quand même extrêmement rare. Donc là, je joue la cote. Moi, je vais faire du. Allez, de nouveau George Russell, suivi de Max Verstappen, suivi d'Oscar Piastri. Voilà. Je suis un ouf. Ok, bah voilà, on a fait les pronos. Est-ce que vous avez envie de parler, je ne sais pas, de la F1 Academy ou d'autres choses pour clôturer cette belle émission? Comme quoi, tu vois, Takuma, on en est déjà à 1h22 et quelques d'émission, donc on tient la route. Hein. Ah ouais, non, mais on est solide. Je laisserai la F1 Academy à Suzanne pour parler du très bon week-end de Dorian Pain. Non, je vais juste dire à nos auditrices et à nos auditeurs que ce week-end, l'IndyCar est à Road America, qui est un très très bon circuit aux États-Unis, ce qui nous fait nous demander pourquoi faire des pistes à Las Vegas, Miami ou que sais-je, quand tu as Road America sur ton territoire. Mais bon, faut pas trop demander aux décideurs américains de faire des trucs sensés. Hein. Bon, voilà. Et que je rappelle que le championnat d'IndyCar est très très intéressant et que même s'il n'y a pas de Français malheureusement, je trouve que ça reste quand même un championnat plutôt cool, même si la saison semble être quand même bien dominée par les moteurs Honda. McLaren could never. Mais voilà et du coup ouais, ça va être une très bonne course si jamais vous êtes en manque de sport auto sur ce week-end. Donc puisqu'il n'y a pas de Grand Prix de Formule 1 en effet. Il faut attendre le week-end d'après pour se retrouver en Autriche. Alors Suzanne, est-ce que tu veux parler de Dorian ou est-ce qu'on va aller on va clôturer cette émission? Non, mais je veux bien parler un petit peu de Dorian qui prend la tête du championnat, mais de très court. Au final, c'est pas aussi serré que en F1 actuellement, mais quand même avec son 3 un peu en lice pour le championnat. Donc c'est chouette. J'ai quand même l'impression que je sais pas si c'est l'effet Netflix ou l'effet juste les gens commencent à s'intéresser à la F1 Academy, mais j'ai l'impression que c'est mieux mis en valeur qu'avant. C'est peut-être juste moi qui... Ce qui aide aussi, à mon sens, c'est que le championnat est plus compétitif que la saison passée où tu avais vraiment Dorian Pack, Chloe Chambers et t'avais une troisième pilote, je sais plus. Oui, Wog, je sais pas. Était déjà là, ouais. Mais il y a Wog. Là où j'ai l'impression quand même qu'il y a un championnat beaucoup plus intéressant en termes de pilotes représentés et de lutte. Donc ça aide aussi de te dire qu'il y a quand même plus on va dire
de choix pour la gagne, par exemple. Bah, ça monte en qualité. Voilà, et donc forcément, ça attire du monde. Voilà. Ouais, ils ont des meilleurs pilotes et puis non, bah du coup je trouve que c'est pas mal. Ça prend, c'est mieux que les W Series de l'époque. Ça s'installe, bon, c'est pas très difficile. Ça s'installe dans le paysage. C'est plutôt quali. La réalisation est pas trop mauvaise parce qu'à un moment j'avais l'impression que c'était les stagiaires qui réalisaient ça. C'était pas terrible, mais donc voilà. Donc la F1 Academy, c'est rafraîchissant et ça gagne à être vu. Par contre, la course 2 au Canada, le fou rire, ça a été l'enchaînement des freinages ratés, les pauvres. C'était pas là. Ça a enchaîné. Il y a eu safety car, relance, accident, safety car, relance, accident, safety car, relance, point. Et notamment un très bon timing de Canal, ça m'a beaucoup fait rire, sur Lia Block. Oui, la fille de Ken Block, le Jimmy Cana, tout le tintouin, où les commentateurs de Canal disent Lia Block, qui a le sentiment de pouvoir vraiment être compétitive vis-à-vis des meilleurs, etc. Fin de phrase, elle loupe son freinage, elle tamponne celle de devant, abandon. J'étais là, mais exceptionnel timing, tu vas pas faire mieux, la pauvre. Mais blague à part, c'est une très belle catégorie. La prochaine course, va falloir attendre puisque c'est à Zandvoort. Le problème, c'est qu'elles n'ont que 7 rendez-vous de 2 courses, donc elles ont 14 courses sur le championnat. Donc on verra à Zandvoort si Dorian Pain réussit à garder la tête du championnat. Elle a 20 points d'avance sur Chloé Chambers. On va espérer que ça tienne. Mais ouais. Maintenant, ce qu'il faut voir, c'est ce qu'elles vont faire après, parce que là, bon, elles font un peu de F4. Il y a les sœurs Alkebi qui étaient au 24 heures du Mans. Mais derrière, le projet de la F1 Academy, c'est quand même qu'on commence à les voir plus haut. Et donc, à voir comment ça se concrétise dans le temps, parce que Dorian, c'est sa 2e année. Donc là, elle doit tout donner. Et après, c'est fini. oui, et puis après, Dorian Paul, la chance qu'elle a, c'est qu'elle est elle a le programme avec les Iron Dames, donc elle peut faire elle peut faire de l'endurance, elle a d'autres catégories sur lesquelles elle peut concourir, elle a au moins, entre guillemets, cette chance, mais je pense qu'elle aspire à mieux, elle aspire à être dans des programmes, on va dire, présents sur des plus gros fronts, on va dire, je pense et c'est normal, et je pense qu'on a tous envie de la voir, elle, sur des fronts plus intéressants, mais même Chloé Chambers ou Maya Veug, elles ont le niveau pour ambitionner de concourir avec des voitures plus intéressantes, je pense, pour elles aussi, parce que les F4 c'est sympa 5 minutes, mais je pense qu'elles ont envie oui, elles ont envie de plus. Donc voilà, c'est comme tu le dis si bien, ça va être la suite. Est-ce qu'elles vont vraiment être aidées? Est-ce qu'il va vraiment y avoir une accession vers le sommet pour ces dames, ou est-ce que c'est juste un trousseau de clés qu'on montre en mode aussi, si regardez, on s'occupe vachement bien des femmes, mais au final il y a rien. Ça, c'est le grand débat. Ok, intéressant qu'on ait évoqué la F1 Academy. Lance, est-ce que toi tu as envie d'ajouter quelque chose, ou est-ce qu'on va rester tranquillement sur le programme que tu as évoqué en début d'émission, le mondial des clubs, cette compétition dont les joueurs vont sortir essorés à jouer à des températures de 45 degrés dans des fours micro-ondes chez Donald Trump. C'est bon? J'ai bien résumé? On va dire que c'est une bonne préparation pour les joueurs pour la Coupe du Monde 2026 qui se jouera approximativement au même endroit. D'ailleurs, une plus grande pensée à ceux qui joueront à Mexico à 2000 mètres d'altitude sous 45 degrés versus ceux qui joueront à Vancouver où il risque de pleuvoir à 15 degrés. Donc, tu auras des différences qui seront monstrueuses. Bon, après, c'est l'eau de toutes les compétitions comme ça où tu as des pays continents, entre guillemets. Oui, jouer à Los Angeles à midi, on a déjà eu des idées un petit peu meilleures, je te l'accorde. Mais sinon, ce genre d'endroit, tu devrais jouer uniquement à 21h. Mais pour la diffusion européenne, c'est vrai que 12 heures à Los Angeles, ça faisait 21 heures à Paris. Pour vendre les matchs aux télévisions, on en revient toujours à la même chose. Quand tu as plus le monétaire qui rentre en ligne de compte que l'aspect sportif, bah tu subis. Hein, et donc les joueurs subissent. Un jour, faudra peut-être qu'ils fassent comme en NBA, c'est-à-dire un lockout.
mais où les mecs disent bah non, on joue plus, et les mecs ne jouent pas, quitte à perdre 3, 4, 5 mois de salaire, ça fera peut-être bouger les choses. Mais après, on leur dira que c'est des millionnaires qui pensent qu'à eux, et il faut penser aux gens qui sont dans les clubs et qui gagnent pas beaucoup d'argent, les gens qui vivent les à côté des sports et qui eux se retrouveront au chômage. Donc bon, c'est jamais forcément simple ce genre de choses, mais En effet. c'est le lot du sport professionnel, donc où malheureusement, quel que soit le sport, dès que l'argent rentre, ça pervertit tout. En tout cas, je sais pas si vous l'entendez, mais derrière moi, il y a un feu d'artifice. C'est pas des détonations comme ça, mais il y a un feu d'artifice, je sais pas. J'ai vérifié si on n'était pas le 14 juillet ou un truc comme ça, on est le 17 juin, mais feu d'artifice. Eh ben, merci à tous pour cette émission. Eh bien, on se retrouve après le Grand Prix d'Autriche. C'était un moment très sympa à passer ensemble. À la prochaine. Ciao, ciao.